À quoi ressembleront les combats aériens du futur? L'avenir commence aujourd'hui. Les avions de chasse secrets américains et les armes aériennes de demain sont déjà à l'étude. Des réacteurs d'une puissance extraordinaire qui propulsent les chasseurs aux confins de l'espace. Des casques au système perfectionné qui offrent aux pilotes une vision à 360 degrés de la zone de combat. Et des avions furtifs quasi invisibles qui peuvent intervenir partout dans le monde en un rien de temps. Mais l'ennemi s'assurera de pouvoir contrer chacun de ces progrès. Et frappera même dans l'espace. Ce n'est pas de la science-fiction, mais des hypothèses basées sur des analyses avérées. L'aperçu d'un avenir proche. Nous vous proposons de voir ces développements de plus près, d'analyser les tactiques et de participer aux spectaculaires combats aériens de demain. « 20 juin 2016. Un hélicoptère de sauvetage des gardes-côtes américains survole une zone ennemie. L'armée américaine est en alerte maximum. Une puissance étrangère a abattu un appareil civil et il faut lui porter secours. L'armée de l'air envoie une escadrille de 4 avions en couverture aérienne. Des F-22 Raptor, le plus extraordinaire avion de chasse jamais fabriqué. Les Raptors furtifs foncent vers la zone à plus de 1610 km/h, soit Mach 1,5. Ils sont quasiment invisibles pour les radars ennemis. Le F-22 est l'une de ces nouvelles armes redoutables qui révolutionnent déjà la guerre aérienne. Le nombre est une notion vitale. Et en Occident, on privilégie la haute technologie, assurant à un effectif réduit d'aboutir au même résultat grâce à la précision et à la furtivité. Ces machines extraordinaires sont l'aboutissement d'un siècle d'évolution des avions de chasse. Le premier avion de combat, l'avion de chasse de première génération, prend l'air durant la Première Guerre mondiale. Des appareils comme le Fokker D-7 et le Spad 13, dotés d'une vitesse de pointe légèrement supérieure à 160 km/h, ouvrent la voie à l'aviation de combat. Cette première génération atteint son zénith durant la Deuxième Guerre mondiale, avec des avions comme le P-51 Mustang et le Bf-109 allemand, qui volent à plus de 640 km/h. Mais vers la fin de la guerre, les premiers avions à réaction de la deuxième génération franchissent un cap. L'un d'eux, le Me-262 allemand, peut atteindre plus de 800 km/h. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique développent leurs propres appareils de deuxième génération, comme le F-86 et le MiG-15. Ils franchissent les 965 km/h au seuil du mur du son lors des combats en Corée. Les leçons tirées du conflit en Corée et les progrès de l'électronique engendrent une augmentation de la vitesse et de la puissance meurtrière des avions de troisième génération, comme le F-4 Phantom et le MiG-21 soviétique. Ils atteignent plus de 2 fois la vitesse du son, à près de 2250 km/h. La troisième génération inaugure les combats aériens assistés par l'avionique et les missiles à guidage radar. Le début des années 70 voit apparaître les chasseurs de quatrième génération, comme les F-14 et F-15 américains. Ces appareils possèdent une avionique beaucoup plus perfectionnée. L'électronique embarquée se charge de la navigation, du radar et de l'armement. L'arrivée des chasseurs de quatrième génération et leur informatique embarquée surpuissante a généré un nouveau concept de machine de guerre absolue.
Malgré ces avancées en vitesse et en armement, les progrès de la détection radar au sol et des missiles sol-air pendant les années 70 et 80 génèrent une insécurité croissante, y compris pour les meilleurs appareils de 4e génération. L'espérance de vie d'un chasseur de 4e génération, même dans un avenir proche, est très faible. J'estime les pertes à 50%, et encore, juste parce que l'ennemi n'aura pas assez de missiles pour tous les abattre. Pour espérer dominer dans ces conditions, il faut se tourner vers de toutes nouvelles technologies. Voici le F-22, le premier chasseur de 5e génération. Conçu dans les années 80, le F-22 est un chasseur monoplace. Il est dévoilé au public en 1997 et l'armée de l'air américaine s'en équipe en 2003. Sa vitesse de pointe, conservée secrète, dépasse largement les 2250 km/h. Il est armé jusqu'aux dents. 6 missiles à guidage radar et 2 autres à détection thermique. J'ai découvert le F-22 Raptor en 1991 à Andrews. Si Kim Basinger était un avion, ce serait ça, un superbe appareil qui en jette. Il bat aisément le F-15 à tout point de vue, et il est invisible pour les radars. On ne fait pas mieux. Dès l'origine, cet avion a été conçu pour le combat aérien, en remplacement du F-15C. Pour l'armée de l'air, la première mission de cet appareil à réaction est la supériorité aérienne. À présent, découvrons l'incroyable arsenal technologique déployé par une escadrille de F-22 dans la simulation d'un combat aérien futur. 4 Raptors viennent appuyer une unité de secours aérien. Les Raptors surgissent, propulsés par un réacteur d'avant-garde qui permet la supercroisière. Une technique révolutionnaire inaugurée sur le F-22 qui autorise le vol supersonique tout en économisant le carburant. En supercroisière, le puissant réacteur Pratt & Whitney F-119 PW100 et le profil aérodynamique du F-22 permettent à l'appareil de se déplacer plus vite que le son sur de longs trajets sans recourir à la post-combustion. Je peux couvrir bien plus de distance à Mach 1,5 qu'à Mach 0,9. En volant à cette altitude et à cette vitesse, sans utiliser la post-combustion, je peux rester en l'air 3 fois plus longtemps sans gaspiller mon carburant. Je suis donc plus endurant. Les Raptors arrivent sur la zone au moment où les gardes-côtes débutent les opérations de sauvetage. C'est alors qu'ils repèrent une formation de 14 MiG-29 ennemis sur leur radar. Soudain, sans sommation, les MiG-29 ouvrent le feu sur l'hélicoptère de sauvetage. Les appels radio désespérés de l'hélico font tout à coup place au silence. Une dure réalité s'impose. Les F-22 sont maintenant engagés dans un combat meurtrier. À 3 contre 1, ils sont inférieurs en nombre. Le moment est venu de prouver que la technologie du Raptor compense réellement ce handicap. Leur principal avantage ? La pierre angulaire des avions de 5e génération, la furtivité. La furtivité est vraiment diabolique. Un avion furtif n'est pas totalement invisible pour les radars, mais pour le détecter, il faut repérer tous les moineaux ou libellules dans le ciel. La furtivité tient autant à la forme de la cellule de l'avion qu'aux matériaux utilisés pour empêcher la réflexion des ondes radar de l'ennemi. On l'a utilisé pour la première fois sur un avion d'assaut, le F-117 Nighthawk, et non sur un chasseur. Le F-117 possède une cellule au contour singulier qui vise à disperser les ondes radar.
Mais sa forme anguleuse rend son vol instable et l'entretien de son revêtement absorbant les signaux radars est onéreux. Ce type initial de technologie furtive ne convient pas à un chasseur de combat comme le F-22. Les ingénieurs étudient donc une technique plus évoluée, l'alignement des plans. On aligne les surfaces de vol et les petites structures de l'appareil sur le même angle. L'avion réagit donc comme un objectif photographique qui oriente, concentre et dévie les ondes radars loin des stations de réception. Cette avancée permet aux ingénieurs de doter le F-22 de formes plus douces et aérodynamiques, afin de le rendre plus puissant, plus rapide et plus manœuvrable que le F-117. À l'ère du combat furtif, il n'existe que deux types d'avions de chasse, les chasseurs furtifs et leurs cibles. Observons maintenant l'impact de la furtivité sur la notion de combat aérien. Une simple escadrille de 4 Raptors attaque une formation de 14 MiG-29. Les F-22 sont invisibles aux yeux de l'ennemi. Ils peuvent donc choisir où et quand engager le combat. N'importe quel autre appareil de 4e génération, pris pour cible par une escadrille de Raptor, ne verra rien venir. Les Raptors acquièrent leur cible et tirent. Les missiles émergent d'une soute d'armement interne. Fixés à l'extérieur de l'appareil, ils pourraient en effet trahir la présence du F-22. Dans le cockpit des MiG-29, les alarmes se déclenchent. Les méchants ignorent que le combat a débuté jusqu'à ce que leurs appareils commencent à exploser, ce qui est assez brutal. Toujours non détectés, les Raptors tirent une autre salve de missiles air-air perfectionnés à portée moyenne, des AMRAAM. Ces AMRAAM sont des AIM-120D volant à 3220 km/h. Ils pourraient équiper les avions de chasse américains aux environs de 2010. Le modèle D bénéficie d'une plus longue portée et d'un meilleur guidage que le AIM-120C en usage aujourd'hui. Ce sont tous deux des missiles autonomes. Une fois à mi-chemin de sa cible, le radar embarqué du missile prend en charge le guidage de l'ogive explosive de 20 kg jusqu'à son but. Ça nous permet de lui assigner une cible. Et une fois qu'il l'a acquise, de l'oublier pour se concentrer sur autre chose. Les MiG-29 larguent des leurres afin de tromper le radar des missiles à tête chercheuse. Certains y parviennent, mais 8 d'entre eux sont touchés ou détruits. Les autres se replient vers une zone moins hostile. Un combat qui souligne les points forts du F-22 de l'avenir. Quels sont les avantages de la 5e génération sur la 4e? On sait où se trouve l'ennemi, on sait ce qu'il peut faire, on sait qu'il ne peut pas nous atteindre et qu'on peut l'atteindre. On se bat toujours avec un avantage, c'est un énorme atout. Mais alors que les Américains croient avoir gagné la bataille, une signature menaçante surgit sur leur radar longue portée. À près de 250 km à l'est, une formation ennemie encore plus nombreuse de 24 chasseurs d'escorte Su-30 MKI et de Mirage Rafale vient au secours des MiG-29. Les F-22 sont encerclés. Avec les F-22, on s'entraîne constamment à combattre en infériorité numérique. On sait qu'il nous faut tirer le meilleur parti de notre nombre limité d'escadres de F-22 opérationnels. Les F-22 s'apprêtent à affronter leurs ennemis. Leur seul espoir contre des adversaires aussi nombreux sera une arme secrète que peu connaissent aujourd'hui, dotée d'une incroyable capacité de destruction.
Les appareils comme le Su-30 russe et le Rafale français sont très répandus. Et des nations souhaitant se pourvoir rapidement d'une force de frappe aérienne les obtiennent facilement. Ce sont des chasseurs de 4e génération améliorés, les opposants les plus probables pour le F-22 dans la prochaine décennie. Les F-22 Raptor sont très inférieurs en nombre, mais quasiment invisibles à la distance très confortable de 130 km. Ils analysent les informations qu'ils récoltent et élaborent un plan grâce à la fusion des données ou avionique intégrée dont ils disposent. L'avionique des générations précédentes de chasseurs, comme le F-15, était segmentée entre plusieurs systèmes distincts, ce qui obligeait le pilote à consulter différents instruments disséminés dans le cockpit. Le F-22 concentre tous ces systèmes juste à portée de main du pilote, sous la forme de 3 écrans à cristaux liquides. Les pilotes croulent sous les données, mais ils veulent de l'information. La fusion des données leur fournit une information compilée et non des données fragmentaires. Ainsi, le pilote perd moins de temps à décrypter les instruments de base et prend plus rapidement des décisions. Cela procure au pilote une vision très nette de la situation. Il repère de loin son adversaire et l'autre ne le détecte pas. Le premier qui situe l'autre ouvre le bal et gagne le duel. Et quand on peut anticiper sur un ennemi qui ne sait même pas que vous êtes sur zone, la guerre se finit très vite. À eux tous, les F-22 n'ont plus que 12 missiles. Il va leur falloir plus de puissance de feu pour affronter l'énorme formation ennemie qui leur fait face. Ils font appel à 2 B-1R tout proches. Le B-1R, esquissé par Boeing en 2004, se propose de remplacer le vénérable B-1B Lancer, un bombardier stratégique supersonique en service depuis 1986. Le B-1R affiche une vitesse de pointe de Mach 2,2, soit 2 fois celle des autres bombardiers lourds comme le B-52. S'il est produit, il sera équipé des mêmes puissants réacteurs que le F-22, les Pratt & Whitney F-119. Cela signifie que le B-1R bénéficiera de la supercroisière, tout comme le F-22. Ajoutez à cela un radar optimisé et un arsenal complet de 20 missiles AIM-120D, et vous obtiendrez une arme incontestablement redoutable. Imaginons un Raptor capable de détecter, localiser et cibler un appareil ennemi. Il transmet cette information à un centre de commandement, au bombardier ou directement au lanceur de missiles. Et le lanceur peut tirer le missile sur l'ennemi. Un appareil aussi gros que le B-1 peut transporter tellement de missiles qu'en tirer un ne l'affecte guère. Il peut même en tirer 2 ou plus, en rafale s'il le faut. Ce travail d'équipe, techniquement assisté entre de multiples appareils en vol, est une autre caractéristique de la manière dont seront menés les futurs combats aériens. Avant l'assaut des B-1R, les Raptors furtifs attaqueront la formation ennemie avec leur dernier missile à guidage radar. Cela ne suffira pas à abattre toute la formation, mais sèmera la confusion et la panique. Ils espèrent ainsi protéger les B-1R non furtifs d'une contre-offensive. Les Raptors passent à l'attaque. L'ensemble des capteurs du F-22 génère une image radar globale des forces ennemies. L'enveloppe même de l'avion fait office de capteur. C'est le système de répartition de détecteurs. Ce sont des milliers de minuscules récepteurs passifs disséminés sur les ailes de l'appareil qui captent les signaux. Ils excellent dans la détection des missiles. Ils indiquent très précisément ce qui se dirige sur vous. Les F-22 tirent leur dernier AMRAAM. Dans les soutes, il ne reste plus que des missiles à détection thermique de faible portée. Les missiles détectent la formation ennemie et foncent à plus de 3863 km/h. À cette vitesse, il leur faut seulement 7 secondes pour couvrir les 8 derniers kilomètres qui les séparent de leur cible.
Tout à coup, la formation de méchants se rompt. Tout le monde vire et tente d'échapper aux missiles à coups de leurre et de fusées. Puis, les Américains parachèvent l'opération. Comme des commandos des forces spéciales engagés au cœur du territoire ennemi, les F-22, toujours non détectés, transmettent des coordonnées de tir au B-1R via une liaison à haut débit sécurisée. Ceux-ci tirent missile sur missile depuis la limite de portée maximum des AMRAAM. 193 km. C'est la version moderne des tirs de barrage des archers du Moyen-Âge. Les alarmes antimissiles résonnent à nouveau dans les cockpits ennemis. Mais il est trop tard. L'assaut des Raptors a tellement désarçonné l'ennemi qu'il ne peut répliquer efficacement. Le chaos généré dans les rangs de l'ennemi illustre parfaitement l'extraordinaire avantage apporté par la haute technologie. Imaginez l'impact que ça peut avoir quand tout à coup vos appareils sont abattus par des tirs de missiles dont vous ignorez totalement la provenance. La confusion est totale. Par radio, l'ennemi tente de comprendre qui a survécu et qui a été abattu. Une poignée de pilotes de Rafale français réussit cependant à échapper au carnage provoqué par les AMRAAM des B-1R. Voyons comment. Pour esquiver un missile, il faut déjà savoir qu'il vous a pris pour cible. Il faut un bon système radar qui vous indique primo que vous êtes ciblé et deuxio qu'un missile vous prend en chasse. Les AMRAAM tirés par les B-1R calculent le trajet à suivre, la vitesse et la distance jusqu'à la cible, grâce à l'effet Doppler. Si les Rafales veulent s'en sortir, ils vont devoir tromper le système de détection du missile. Pour cela, les pilotes virent brusquement, perpendiculairement au trajet suivi par le missile. Puis, ils larguent des leurres, des bandes d'aluminium réfléchissant les ondes radar. Quand on vire à plus de 90, 110 ou 120 degrés tout en plongeant vers le bas, aucun missile ne peut vous suivre. Les 6 chasseurs Rafale encore en vol se retournent maintenant contre les B-1R, les seules cibles indiquées par leur radar. Une salve de missiles jaillit à la poursuite des B-1 à Mach 3. On voit alors la vulnérabilité des appareils non furtifs de 4e génération. L'appareil est touché, mais pas abattu. Les pilotes du B-1 mettent plein gaz. À plus de Mach 2, ils sont très rapides. Pas assez cependant pour semer un Rafale volant en post-combustion. Leur seul espoir repose maintenant sur l'adresse au combat rapproché des F-22 qui se portent à leur secours. Les F-22 sont désormais visibles par l'ennemi. Quatre F-22 contre 6 Rafales. Avec une vitesse de pointe de Mach 2, le Rafale d'assaut est un redoutable adversaire. Bien que non furtif, il affiche une faible signature radar dont les détails restent classés secret défense. À court de missiles longue portée, les Raptors sont contraints de combattre à vue. Une situation qu'on estimait pourtant comme appartenant au passé. Pour les constructeurs aéronautiques actuels, les capteurs, les instruments et l'avionique devraient permettre d'éviter ça. Mais il s'avère que tout finit toujours par ces combats rapprochés, où l'on entre en contact visuel avec l'ennemi. Ça ne changera jamais. La portée visuelle peut être de 800 km ou de 100 mètres selon les circonstances du combat. L'ennemi peut avoir de la chance et vous tomber dessus, et dans ce cas, les F-22 Raptor devront démontrer leur agilité. Les Raptors choisissent leur cible.
J'irai jusqu'au bout et je remplirai ma mission. Si je ne peux pas tirer à très longue distance, alors j'irai au contact pour en finir. À peine quelques secondes plus tard, l'un des Raptors aperçoit une lueur métallique à l'horizon. Le Rafale fonce vers lui. Lorsqu'il est à portée de vue, le Raptor cesse d'être furtif. Les deux appareils se croisent à plus de Mach 1. Tout comme les chasseurs du passé, ces pilotes du XXIe siècle virent l'un vers l'autre pour initier le combat. Mais les ordinateurs embarqués des F-22 analysent les contraintes induites par les manœuvres de l'appareil. Si l'ordinateur estime qu'une manœuvre génère une contrainte trop importante pour l'appareil, il ne me laisse pas faire. Un F-15 ne vous interdit pas de lui infliger trop de jets. Le F-22 vous empêche de détériorer les structures pour préserver l'intégrité de la cellule. Le F-22 finit par acquérir sa cible et tire. Le Rafale plonge et vire en larguant des leurres pour tromper le missile. Ce duel est terminé. « 5 kilomètres plus loin, un autre Raptor engage le combat. Il se lance dans un duel tournoyant avec un autre Rafale. Ce pilote de F-22 prend l'avantage sur son adversaire grâce à une technique d'assistance à la manœuvre, la poussée vectorielle. À l'origine, dans les années 60, on développe des tuyères orientables pour équiper des ADAV ou des ADAC, des appareils à décollage et atterrissage verticaux ou courts. Les ingénieurs comprennent rapidement les avantages de cette technique dans les manœuvres de combat. La poussée vectorielle permet d'orienter l'échappement du réacteur et d'incliner l'avion sur un certain axe de vol. C'est comme un tuyau d'arrosage. Si on ouvre le robinet à fond, l'eau qui jaillit par l'embout va faire des cercles au tuyau. Quelques chasseurs de 4e génération, comme le Su-30 et le MiG-29, intégraient la poussée vectorielle. Pas le F-15C américain. L'armée de l'air s'est rattrapée en perfectionnant cette technologie sur le F-22 Raptor. Quand le Raptor vire, l'ordinateur de bord effectue de minuscules ajustements sur la tuyère pour optimiser le rayon de braquage de l'appareil. On parle de la poussée vectorielle comme s'il y avait un bouton magique. Dans le cockpit, rien n'indique quand elle entre en action. Le pilote n'en a pas vraiment conscience. C'est automatique et imperceptible. L'avion vole, vire et exécute ce qu'on lui ordonne. La poussée vectorielle intégrée permet au pilote du Raptor de virer plus serré tout en maintenant sa vitesse de vol. Il est rapidement en position de tir sur la queue de son adversaire. Mais tout à coup, un deuxième Rafale se mêle au combat. L'ennemi réussit à prendre le F-2 pour cible et tire. Une alarme missile résonne dans le casque du pilote. Si je tourne la tête, que j'aperçois un sillage de fumée et un missile pointant droit sur moi, je vais tenter des manœuvres d'évitement propres au combat rapproché qui font appel à l'agilité, aux leurres et aux fusées. Le F-22 se dégage de l'emprise du missile, mais la manœuvre lui fait perdre sa position sur l'ennemi. Il doit maintenant agir de concert avec les autres pilotes pour reprendre l'avantage. Si je me retrouve en difficulté et que j'ai besoin d'aide, mon coéquipier ou ma coéquipière avec qui je m'entraîne depuis 5 ans n'hésitera pas à risquer sa vie pour sauver la mienne.
Les communications radio entre les pilotes sont gérées par l'avionique embarquée. Le pilote du deuxième Raptor se précipite au secours de son coéquipier. Il faut des années d'entraînement et d'études de tous les cas de figure pour pouvoir sortir indemne de ce genre de situation et achever sa mission. Le premier Raptor vire et entraîne son adversaire vers le deuxième. Celui-ci assigne l'ennemi pour cible à ses missiles AIM-9X Sidewinder à détecteur thermique. L'AIM-9X, agréé en 2004, est maintenant produit en série et devrait être opérationnel sous peu. De nombreux détails sont classés top secret. Mais on imagine qu'il est doté d'une poussée vectorielle autodirectrice qui lui confère une plus grande agilité que ses prédécesseurs. L'AIM-9X peut aussi acquérir des cibles jusqu'à 60 degrés d'angle d'attaque en tir hors pointage. Le F-22 acquiert facilement sa cible et tire. Il pulvérise le Rafale. Mais le premier F-22 n'est pas tiré d'affaire. Un autre missile ennemi fonce droit sur lui. Le F-22 vire et largue des fusées. Le missile perd sa cible, mais l'ennemi est toujours sur ses 6 heures. Il doit tenter de se dégager. L'Américain va effectuer une manœuvre audacieuse, nommée le Cobra de Pougatchev, du nom du pilote d'essai russe qu'il a inventé. En usant de sa poussée vectorielle, il va cabrer son appareil, ce qui fera chuter sa vitesse et contraindra le Rafale à le dépasser. On peut facilement perdre le contrôle d'un appareil de 4e génération dans ce genre de figure. Mais le système de vol assisté par ordinateur du Raptor est alors un outil précieux. Le pilote du Raptor cabre son avion. Il décélère brusquement. Le Rafale ralentit autant qu'il peut, mais se retrouve obligé de dépasser le Raptor. C'est un autre exemple de l'apport de la technologie du futur. Il maîtrise totalement toutes ses manœuvres. Il en contrôle le moindre détail. Rien ne lui échappe. Il peut y mettre un terme à n'importe quel moment et se raviser. Le Raptor verrouille sa cible et tire un Sidewinder. Le missile atteint son but. Le reste de la formation ennemie fuit vers le sud. Les Raptors pourraient les poursuivre, mais ils décident d'en rester là. Les États-Unis estiment que le F-22 dominera le combat aérien pendant encore au moins les 20 prochaines années. D'ici là, il est peu probable qu'un autre pays développe un meilleur avion de 5e génération. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Ils ne sont pas faciles à fabriquer. Il faut réunir plusieurs entreprises et équipes de pointe. Il faut prêter attention aux moindres détails. Le F-22 domine les airs. Mais l'histoire prouve que le plus grand danger pour un pilote de chasse provient du sol. La plus grande menace pour tous nos appareils, ce sont les systèmes de défense aérienne intégrés hautement perfectionnés. Les Américains ont déjà été confrontés à ces défenses aériennes intégrées, les IADS, en Bosnie et en Irak. Il est beaucoup plus facile de constituer une IADS qu'une force aérienne conséquente, nécessitant l'investissement de milliards de dollars et la formation de pilotes de haut niveau.
Depuis des décennies, la plupart des pays du Moyen-Orient assoient l'essentiel de leur défense sur des IADS composés essentiellement de réseaux radars et de missiles sol-air. Ces systèmes peuvent potentiellement vous détecter et vous prendre pour cible à 160 km de distance. Un pays peut dresser ce type de mur quasi impénétrable afin de préserver l'intégrité de son territoire. Il faut donc découvrir de nouveaux moyens de franchir ce mur pour atteindre sa cible. À l'avenir, les stations radars deviendront plus difficiles à repérer et à détruire. Les missiles sol-air bénéficieront d'une plus longue portée et d'une meilleure précision. Une mission d'assaut contre n'importe quel pays doté d'une IADS dernier cri représentera un réel défi pour les pilotes de chasseurs de 5e génération. 22 juillet 2019. Dans cette simulation de combat, une force aérienne composée d'appareils américains et britanniques survole la mer Caspienne. Ils ont pour cible des complexes qu'on soupçonne être des sites d'enrichissement d'uranium. Et leur mission va les mener loin au cœur d'un pays protégé par un système de défense aérienne intégré sophistiqué. Aux avant-postes, on trouve une formation de 4 F-22 escortant 12 F-35 Lightning, le chasseur polyvalent. On commence à développer le F-35 en 1996. Son cahier des charges exige un appareil polyvalent mariant sans restriction attaque au sol et supériorité aérienne. Le F-35 doit remplacer d'autres chasseurs d'attaque comme le F-15E, le F-16 et le F-18. On veut en faire le chasseur suprême des 3 prochaines décennies. Le seul appareil qui pourrait s'opposer au F-35 et éventuellement l'égaler serait le Raptor, et aucun autre. Doté d'un seul réacteur puissant, le F-35 vole jusqu'à Mach 1,6. Mais il est dépourvu de vol en supercroisière et de poussée vectorielle. Il jouit cependant de la même furtivité que le F-22 et s'avère tout aussi efficace en combat aérien. Le F-35 est optimisé pour le combat aérien et la frappe au sol. Il est un peu moins agile que le F-22, mais il vaut tous les appareils de 4e génération. C'est un chasseur monoréacteur qui embarque 8 tonnes 16 de carburant. Il pourra donc couvrir de longues distances. Dans les guerres du futur, le F-35 remplira de multiples fonctions, contrairement au F-22 qui est spécialisé dans le combat aérien. On peut rapidement et pour un coût réduit adapter la cellule du F-35 à tout type de mission. Il en existe d'ailleurs déjà plusieurs versions. L'une est destinée aux bases aériennes au sol. Une autre est prévue pour les porte-avions légers et les postes avancés. Et une troisième est spécifique à la marine. Elle peut atterrir sur les porte-avions lourds. Le combat aérien va se métamorphoser de manière intéressante avec l'apparition de chasseurs furtifs déployés sur des navires dont l'ennemi ignore la position. Il faut comprendre qu'un appareil de 966 km de rayon d'action, basé n'importe où sur les 70% de surface immergée du globe, change la donne. Comme le F-22, le F-35 possède un radar à antenne à balayage électronique actif extraordinairement puissant, le AESA. C'est un autre atout clé de ce chasseur de 5e génération. Il offre une perspective très étendue et indique à la fois les cibles aériennes et terrestres. C'est un énorme progrès sur les radars précédents qui pratiquaient un balayage mécanique. Il devait balayer la zone d'un point à un autre et était beaucoup plus lent. Le pilote n'avait donc pas une image aussi claire et instantanée que celle offerte par ce nouveau radar. Les chasseurs progressent vers une redoutable forteresse électronique.
La défense aérienne de la prochaine décennie sera extraordinairement meurtrière. Les missiles sol-air seront équipés de radars embarqués les rendant autonomes, contrairement à leurs prédécesseurs télécommandés depuis le sol. Il sera plus difficile de localiser et détruire les stations radars devenues plus petites et plus mobiles. La première vague d'assaut sera certainement menée par des appareils très furtifs. Pourquoi? Parce que, par essence, la furtivité déjoue la détection de la défense aérienne ennemie. Les radars de détection et de ciblage d'un système de défense aérienne constituent une clôture virtuelle. La première vague d'assaut d'avions furtifs se glisse entre les mailles de la clôture pour pouvoir la détruire. L'objectif est de créer un couloir d'accès et de sortie sécurisé pour que les chasseurs puissent atteindre leur cible finale. La destruction systématique des défenses ennemies est un des moyens d'y parvenir. Les F-35 et les F-22 franchissent le bouclier radar sans être détectés. Lorsqu'ils sont derrière les lignes ennemies, une autre formation alliée pénètre dans la zone. Immédiatement, les radars défensifs s'affolent. Mais la formation n'est pas ce qu'elle semble être. C'est une force de diversion de 8 MQ-9 Reaper, des appareils de combat aérien sans équipage, des drones. Le potentiel des drones de combat aérien est quasiment infini. Leurs limites sont celles de notre imagination. Les premiers drones, comme le MQ-1 Predator, ont opéré avec beaucoup de succès en Irak et en Afghanistan. Leur successeur est déjà en fabrication. L'armée de l'air reçoit les premières versions opérationnelles du MQ-9 Reaper en 2007. Le Reaper possède un unique moteur à hélice situé à l'arrière qui le propulse jusqu'à 1600 km de son lieu de décollage à 480 km/h. Le plus fascinant avec cette technologie, c'est que les drones n'ont pas de mère. Ça ne signifie pas qu'il faille les sacrifier, mais ça réduit les risques. C'est une excellente chose de ne pas avoir à risquer la vie d'un pilote pour remplir une mission. Il faudra peut-être y laisser un appareil très onéreux qu'on n'a pas envie de perdre, mais si on doit se rendre sur une zone à très haut risque, dotée d'une défense aérienne très efficace, laissons faire les drones. C'est pourquoi les drones feront partie intégrante des futures campagnes aériennes. La formation de MQ-9 Reaper franchit les lignes ennemies. Les SAM détectent et détruisent facilement la formation de leur. Mais les F-35 les localisent. Les Lightning entrent en action. Dotés de la même avionique intégrée que le F-22, ils se relaient les informations concernant leur cible. On ne doit pas sous-estimer cette capacité des cockpits à communiquer entre eux. Dans un chasseur de 4e génération, un F-16 par exemple, on doit en permanence scruter les alentours pour repérer la menace et se faire une idée de la situation. Les chasseurs de 5e génération peuvent s'échanger instantanément leurs informations. Tous visualisent donc parfaitement les risques dans leur globalité et savent à quel type de combat s'attendre. 2 des F-35 tirent des AGM-88 ARM sur les stations radar. Le ARM, un missile anti-radar, se cale sur les ondes radar de la station et la prend pour cible.
2 autres F-35 ouvrent le feu sur les sites de lancement des SA-23. Plusieurs autres Lightning, chargés de la riposte électronique, brouillent les autres stations radar pour empêcher de nouveaux tirs. Une des capacités top secrètes du radar à antenne active embarquée consiste à griller l'électronique ennemie. Il possède assez d'énergie pour qu'on puisse la concentrer sur un des radars, griller ses ordinateurs et mettre hors d'état de nuire une partie du système de défense. Les F-35 sont d'une efficacité remarquable. Ils ouvrent aux bombardiers un couloir d'accès à leur cible. Deux B-2 Spirit, des bombardiers furtifs, pénètrent maintenant en territoire ennemi. Les F-35 surveillent le couloir d'accès. Et soudain, une nouvelle menace apparaît sur leurs écrans. Ils doivent rapidement endosser un autre rôle. L'ennemi dépêche 2 formations distinctes de chasseurs MiG-35. L'une se dirige sur l'objectif ciblé et l'autre s'approche depuis l'ouest. Les Raptors peuvent facilement s'occuper de l'une d'elles. Mais les Lightning doivent prendre en charge la seconde. Le Lightning doit maintenant prouver qu'il n'est pas seulement un avion d'attaque, mais aussi un chasseur. Le MiG-35 apparaît pour la première fois en 2007. Ce successeur du très estimé MiG-29 est doté de poussées vectorielles, d'un radar AESA et d'une avionique très perfectionnée. Comme le MiG-29, le MiG-35 de fabrication russe est un produit phare du marché international de l'armement. Malgré leur furtivité, les 2 B-2 Spirit sont encore en danger. À courte distance, l'ennemi peut s'avérer capable de détecter la faible signature radar d'un B-2. Si un pilote de MiG découvre une grosse chips noire volant à Mach 0,7, 35 000 pieds au-dessus de son pays, il se positionne aussitôt 500 mètres derrière lui pour l'abattre. Heureusement, les F-35 sont capables de défendre les bombardiers. C'est un appareil polyvalent qui peut mener une attaque au sol et un assaut aérien en même temps. Il est conçu spécifiquement pour ça. Il a une énorme poussée et une charge à l'air très faible. Il est très facile à piloter. Les pilotes des F-35 se positionnent en formation de combat, en prenant soin de ne pas déclencher leur post-combustion qui entraînerait leur détection thermique. Ils partagent leurs informations en permanence et coordonnent une attaque de longue portée. Comme les F-22, ils sont équipés d'une avionique intégrée qui rend cette tâche beaucoup plus simple que sur les chasseurs de génération précédente. C'est comme si on passait d'un vieux système d'exploitation PC DOS ou IBM des années 80 à une interface actuelle très intuitive comme Macintosh ou Windows. On a déjà vu des aspirants, frais et moulus de l'école, entrer dans un simulateur, repérer leur cible, les descendre en 20 ou 30 minutes et ressortir le sourire aux lèvres en disant « Quand est-ce que je pourrais avoir le mien ?» Sur l'ordre du leader, les missiles jaillissent des soutes. Des soutes internes, là aussi, comme sur le F-22. Les AMRAAM fondent sur leur cible. Les MiG-35 utilisent leur radar à antenne active pour brouiller le guidage des missiles. Ils tentent de s'en dégager par des manœuvres brusques. Trois d'entre eux sont abattus. Les F-35 observent l'attaque à bonne distance. Mais l'un des pilotes a un problème. Un missile
s'est coincé en sortie de soute. Car malgré les avancées technologiques, une défaillance est toujours possible. Ceci annihile la furtivité du Lightning. En un instant, tous les radars de la zone détectent sa position. Les MiG encore en vol se ruent vers lui. Les missiles sol-air suivent le moindre de ses mouvements. Ce pilote va devoir déployer toutes les ressources de son F-35. Y compris ce dispositif technique révolutionnaire qui lui permet de tout voir malgré l'obscurité de la zone de combat. Le casque à écran intégré. Le casque à écran intégré, ou HMD, est une merveille technologique. D'abord développé pour les chasseurs de 4e génération les plus évolués, comme le Rafale français et l'Eurofighter Typhoon dans les années 80 et 90, le HMD deviendra bientôt l'accessoire essentiel du pilote au combat. On a conçu un HMD américain spécialement pour le F-35, qui équipera en série le Lightning lorsqu'il rejoindra les unités opérationnelles en 2010. Sans entrer dans les détails, le casque à écran intégré est le principal instrument de vol du F-35. Le cockpit est appelé à devenir l'auxiliaire de ce casque. Tandis que les chasseurs de génération précédente affichaient leurs informations de navigation et de combat sur des écrans LCD ou tête haute, le casque HMD les projette sur la visière du pilote. Il peut donc, sans avoir à baisser la tête, scruter le ciel et repérer ses ennemis, connaître la position de ses ailiers et décider d'engager le combat sans les quitter des yeux. Le HMD affiche des informations radar et infrarouges offrant une vision de la zone de combat sur 360 degrés. Grâce à lui, les pilotes de Lightning peuvent repérer leurs adversaires dans n'importe quelle direction, même sous le fuselage de leur avion. C'est un avantage dans une situation où il est impossible de virer assez rapidement pour placer le nez de l'appareil face à la cible qu'on veut abattre. Avec ce casque qui pilote les armes embarquées, il suffit de tourner la tête et on peut tirer sur la cible avant même d'avoir pu s'aligner sur elle. Peu à peu, on obtiendra une image globale de ce qui se passe dans les airs et au sol. Et on pourra franchir ses défenses de la meilleure manière qui soit. C'est grâce à cet équipement qu'un pilote de F-35 isolé doit maintenant tenter de sauver sa peau. Il visualise une alarme de tir de missile projetée sur sa visière. Un MiG-35 a ouvert le feu sur lui. Le pilote du Lightning brouille d'abord le missile à l'aide de son radar à antenne active. Les chasseurs de génération précédente nécessitaient pour cela l'embarquement d'instruments de brouillage supplémentaires. Mais la puissance de calcul plus élevée du AESA lui permet de suivre la trace de plusieurs cibles tout en brouillant les radars des autres. Le F-35 oriente ensuite le dos de son appareil face au missile. Cette partie de l'avion reste furtive et indétectable. Le missile perd sa proie. Le pilote bascule maintenant sa visière en vision nocturne. Une autre tâche devenue très simple via l'interface du F-35. Sur le F-35, on a un écran plat de 20 cm par 50. Il n'y a aucun bouton dans le cockpit. C'est un écran tactile très interactif qui propose des icônes et on peut agrandir ou réduire l'affichage selon les besoins de la mission. Le pilote repère la lueur d'une tuyère. Un MiG-35. Le pilote du Lightning a servi ses missiles à son casque HMD. La tête chercheuse de l'arme tentera dorénavant de cibler ce qu'il vise. Un simple coup d'œil et le sort de l'ennemi est scellé. Soudain, une alarme de tir de SAM s'affiche sur sa visière. Le pilote brouille à nouveau le missile et tente une manœuvre de dégagement.
Son casque lui permet de suivre le trajet du missile. Mais une autre alarme vient perturber la concentration du pilote. Un MiG tout proche vient de tirer un missile Archer 11 à détection thermique. Le Archer 11 de fabrication russe est le missile à détection thermique standard des chasseurs MiG depuis 1985. De constantes améliorations lui promettent un long avenir. Ces missiles Archer 11 de faible portée qu'on estime surpasser le IM-9 Sidewinder ne se laissent pas facilement abuser par les fusées-leurres, contrairement aux Sidewinder équipant les F-22. Le Lightning vire devant le missile et largue des fusées. Mais le Archer est doté d'un ordinateur embarqué qui distingue la signature infrarouge des leurres de celle d'un réacteur. Le pilote du F-35 est pris au piège. Un SAM devant lui et un Archer derrière. Il ne peut compter que sur l'extrême manœuvrabilité du F-35 et son système de pilotage informatisé. Le pilotage assisté par ordinateur a été inauguré sur les appareils de 4e génération. Le F-16 était le pionnier en la matière. Un ordinateur enregistrait les mouvements du manche et les appliquait au circuit hydraulique traditionnel des commandes de vol. Le F-35 va encore plus loin. L'ordinateur enregistre les sollicitations du pilote et les relaie à d'autres processeurs qui contrôlent individuellement chaque commande. L'avion est donc très manœuvrable si nécessaire, tout en restant très stable en vol stationnaire ou quand il lui faut atterrir sur un porte-avions. Tandis que le SAM approche, le pilote effectue un tonneau et largue des leurres. Le missile Archer hésite un instant, puis explose, projetant des éclats droit sur la trajectoire du SAM. Le Lightning file vers le nord et se met à l'abri dans le couloir que lui et ses coéquipiers ont ouvert plus tôt dans la nuit. Il apprend que tous les autres MiG-35 ont été abattus et que les B-2 ont atteint leur cible. La mission est remplie. Mais s'être retrouvé un bref instant dans un F-35 exposé à la détection lui a rappelé sans équivoque le rôle vital de la technologie. Pour une force aérienne qui mise quasiment tout sur la furtivité, la moindre défaillance en la matière signifie que la situation peut tourner au cauchemar. « 8 avril 2027. Voici un autre scénario de combat aérien du futur. Une formation de 8 Rafales de fabrication française effectue une patrouille au-dessus de l'océan Pacifique. Une escadrille de 4 F-22 Raptor américains les accompagne. Ce fantastique appareil est toujours le chasseur de supériorité aérienne prédominant. D'après tout ce que j'ai pu lire ou entendre à son sujet, j'estime qu'il faudra encore plusieurs décennies avant de voir apparaître un adversaire de 5 générations qui puisse sérieusement rivaliser. Lorsque les technologies étrangères auront enfin rattrapé celles des États-Unis d'aujourd'hui, le Raptor aura lui aussi évolué. Dans 20 ans, l'appareil que pilotera un genou pendant que je serai assis derrière un bureau ne ressemblera en rien à celui d'aujourd'hui. Il lui sera bien supérieur. Si la plupart de ces évolutions sont top secrètes, l'une est certaine. En 2011, l'armée américaine étudiait déjà la possibilité d'ajouter le casque à écran intégré à l'arsenal de pointe du Raptor. À 10h42 heure locale, les Raptors détectent une menace sur leur radar longue distance. Une escadrille de 18 Su-30. Un appareil qui n'équipe aucune nation alliée. La formation ennemie apparaît sur les HMD des pilotes de Raptor. Les Américains observent leur progression, tout en transmettant des instructions aux Rafales non furtifs. À une distance de 40 km, les Su-30 ouvrent le feu sur les Rafales.
une salve de missiles longue portée à guidage radar. Ils filent vers leur cible à 2880 km/h. Les règles d'engagement auxquelles sont soumis les Raptors les empêchent d'intervenir. Ils ne peuvent qu'assister impuissants à la destruction de 2 rafales. Les 6 autres battent en retraite, incapables de combattre à 5 contre 1. Puis, les Américains reçoivent l'autorisation d'attaquer les MiG-35 avec une nouvelle arme. Le Raptor de tête transmet les coordonnées informatiques de l'un des chasseurs ennemis à un Boeing 767, dont le nez est affublé d'une tourelle sphérique. Ce module contient un laser ionique à haute fréquence, capable de pulvériser un appareil ennemi à une distance de 140 km. L'avion n'est qu'une plateforme qu'on peut équiper avec l'arme de son choix. On a commencé par y installer une mitrailleuse, puis des fusées et des missiles guidés. Si la prochaine arme en vigueur est un rayon laser directionnel, il paraît logique d'en doter un avion. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les fabricants d'armes travaillent déjà sur des armes laser. Le concept remonte aux années 80, avec l'initiative de défense stratégique du gouvernement Reagan, la fameuse guerre des étoiles. Ces lasers devaient cibler et détruire les missiles balistiques intercontinentaux soviétiques. Ces dernières années, cette technologie a permis le développement du laser aéroporté, ou ABL. C'est un très gros laser installé sur un appareil de type Boeing 747. Il peut trouver une cible, comme un missile ou un chasseur, et lui décocher un rayon laser très puissant pour l'abattre. Les ABL actuels sont de volumineux lasers de type chimique iode-oxygène, conçus comme arme antimissile balistique. Boeing et Northrop Grumman espèrent pouvoir tester le premier ABL opérationnel en 2009. En cas de réussite, les ingénieurs continueront à travailler sur l'ABL et d'autres systèmes d'armement à haute fréquence. On espère pouvoir équiper différentes plateformes avec ces lasers. Des avions, des navires et même des chars. On sera très bientôt doté de ces armes. Et nos ennemis apprendront leur utilisation sur le terrain quand ils commenceront à disparaître de l'écran sans qu'un de nos chasseurs n'ait eu à ouvrir le feu. Quand de telles armes serviront au combat, elles révolutionneront la guerre aérienne. Un pilote aura juste besoin de coordonnées et en appuyant sur un bouton, il pourra détruire l'ennemi à la vitesse de la lumière. Le Boeing 767, hors de portée des missiles puisqu'il est à 240 km, charge le laser et tire. Le rayon émis dans le spectre infrarouge est invisible à l'œil nu. Il pulvérise l'un des Su-30 Leader. L'effet de l'arme est tel que la formation ennemie tarde à réagir. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. Le 767 reçoit d'autres coordonnées. Le laser tire à nouveau. Cette fois, les Su-30 battent en retraite, plongeant vers le Pacifique pour fuir le rayon de la mort. Prêts à en découdre, les Raptors confirment l'autorisation d'attaquer toute cible ennemie. Mais les alarmes antimissiles des Raptors résonnent. Malgré leur furtivité, les F-22 sont pris pour cible par plusieurs missiles sol-air lancés à Mach 5. Soudain, ils ne sont plus invisibles. Une salve de missiles sol-air les menace. Les radars basse fréquence de ces derniers les dirigent droit sur les F-22 furtifs. C'est une faille dans la technologie de la furtivité que les Serbes avaient déjà exploitée au Kosovo en 1999.
Lors de ce conflit, un F-117 Nighthawk a été abattu par un missile sol-air modifié pour repérer ses cibles grâce à un radar basse fréquence. Ce type de radar a cependant l'inconvénient de détecter une multitude d'échos. C'est pourquoi personne n'a jamais pu rééditer cet exploit. On affirme qu'un radar à basse fréquence peut détecter un avion furtif, à condition d'être informatisé et capable de trier les échos captés afin de repérer celui de l'avion. Est-ce réellement faisable? Oui, c'est possible avec les ordinateurs dont on dispose aujourd'hui, on peut l'envisager. Mais encore faut-il savoir dans quelle zone précise du ciel chercher cet avion furtif. Les pilotes des Raptors tentent immédiatement de se dégager. Ces SAM volent à une vitesse extraordinaire, plus de 3220 km/h. Les pilotes ne peuvent pas se fier à leur seule vue. Les missiles se déplacent trop rapidement. Le HMD projette la position des missiles sur leur visière et les aide à manœuvrer. Un missile explose. Il projette ses éclats meurtriers droit sur le Raptor. Le pilote américain est obligé de s'éjecter. Les réflexes et les manœuvres brusques des 3 F-22 encore en vol leur permettent d'échapper aux missiles et de battre en retraite. Alors qu'ils se replient, une autre alarme résonne. On les prend à nouveau pour cible. Cette fois, ce sont des missiles air-air à guidage radar qui semblent surgir de nulle part. Leur adversaire semble bénéficier d'appareils de 5e génération. La première fois que les États-Unis feront face à des chasseurs de 5e génération, ce sera une vraie surprise. On ne le saura sans doute pas avant. Les Raptors plongent pour échapper aux missiles. Puis, ils détectent plusieurs signaux radar faibles. Ce sont des appareils ennemis qui se lancent à leur poursuite à Mach 2. Les Raptors passent en post-combustion pour leur échapper. Aucun missile AMRAAM ne parvient à les accrocher. Quelques instants avant qu'ils ne soient hors de portée de vue, des AWACS confirment l'identité des mystérieux agresseurs. Des Sukhoi Su-47 de fabrication russe. Le Su-47 a été dévoilé la première fois en 2000 et n'est encore qu'en phase expérimentale. Mais les Russes espèrent en faire le premier avion de 5e génération fabriqué hors des États-Unis. Ils maîtrisent la technologie et sa fabrication n'est plus qu'une question de moyens financiers. En ce qui concerne la menace, on n'en est pas une pour eux, et ils ne sont pas nos ennemis. Mais nous représentons une menace pour d'autres pays qui ont de l'argent. Est-ce qu'ils achèteront des armes aux Russes? Certainement. Le Sukhoi, avec sa vitesse de pointe de 2415 km/h, possède une aile en flèche inversée qui lui confère une plus grande agilité en combat rapproché. Doté de poussées vectorielles, d'une avionique perfectionnée et d'un radar AESA, le Su-47 est un redoutable adversaire. On a déjà mis au point des tactiques pour combattre ce type de chasseurs grâce à des affrontements entre Raptors. On développe donc déjà des techniques de combat contre les autres avions de 5e génération. Raptor et Sukhoi s'évaluent en se décochant des missiles longue portée à guidage radar. Leurs radars AESA respectifs brouillent facilement les missiles et les pilotes se dégagent par de simples manœuvres. Dans ce combat, les technologies sont à niveau égal. Ce sera pilote contre pilote. Un pilote de Raptor malchanceux attire l'attention de 3 Sukhoi.
Quel que soit le niveau de technicité atteint par un appareil, nous devons continuer à développer nos compétences au combat rapproché. Car il y a toujours des situations où l'on se retrouve au corps à corps. Et si on ne règle pas ça très vite, les 4 ou 5 autres gars vont rappliquer et vous descendre. Les Su-47 collent au F-22 et lui décochent des missiles à guidage thermique. Les pilotes ennemis ne lâchent pas le F-22 américain qui tente de se dégager. Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à abattre le Raptor. En Occident, on apprend aux pilotes à évaluer les paramètres de combat sur zone. Et ensuite, il ou elle décide de la meilleure manière de procéder. L'Américain exploite l'agilité du F-22 en combat rapproché pour se placer en position de tir. En un rien de temps, il tourne la tête. La tuyère rougeoyante d'un Sukhoi flamboie 50 degrés sous son nez. Son Sidewinder s'y accroche. Le missile jaillit. Une fois à l'intérieur de l'avion, son ogive annulaire de tiges d'acier soudées explose. C'est pour ça que nous formons nos pilotes autant au combat aérien qu'à l'attaque au sol. Et pas seulement à la guerre à distance. Nous leur apprenons les manœuvres de base pour mener un combat rapproché. Le pilote du Raptor vire rapidement. Le tir du Sidewinder a amélioré ses chances, mais un rapide coup d'œil lui révèle qu'il est à présent en dangereuse posture, pris en sandwich entre les 2 Sukhoi restants. L'Américain élabore rapidement un plan qu'il emprunte à la glorieuse époque du combat aérien. Quand la situation empire et qu'on doit combattre au corps à corps, on aime pouvoir compter sur une mitrailleuse. Le Raptor possède une mitrailleuse Vulcan à canon rotatif, dissimulée à la base de son aile droite. Pourvue de 480 balles, elle est strictement réservée au combat rapproché. La mitrailleuse du Raptor est conçue pour le combat aérien. C'est une arme efficace, dont les plus récentes munitions peuvent atteindre de longues portées. On a commis l'erreur de ne pas munir des chasseurs des générations précédentes de mitrailleuses. Le F-4 Phantom notamment. Quand il est utilisé au Vietnam, dans les années 60, de vives critiques se font entendre. Les missiles de l'époque ne sont pas fiables. Et sans mitrailleuse, les pilotes se retrouvent sans défense. Depuis, les chasseurs de supériorité aérienne sont toujours équipés d'une mitrailleuse. Grâce à son casque HMD, l'Américain scrute le ciel à travers le plancher de son F-22, à la recherche de son ennemi sous ses pieds. Il vire sur le dos et acquiert sa cible, ce dont son AIM-9X est capable sous n'importe quel angle. Quand le missile jaillit, il redresse rapidement le nez pour tirer une rafale bien ajustée, juste avant de s'évanouir. Il revient à lui à temps pour voir le missile atteindre le premier Sukhoi. Enfin seul, l'Américain tente de rétablir le contact avec ses coéquipiers. L'un d'eux a survécu au combat inégal. Mais 2 Raptors ont été abattus. L'ennemi, sévèrement malmené, bat en retraite. Les 2 Raptors se regroupent et volent vers l'est. Mais alors qu'ils partent se mettre à l'abri, des informations décousues leur parviennent au compte-gouttes. Le centre de commandement est visiblement touché. Les Américains reçoivent ensuite des nouvelles alarmantes. Une vingtaine de satellites commerciaux et militaires ont été réduits au silence. La guerre a atteint l'espace.
Dès les premiers instants de la guerre, des missiles transportant des armes anti-satellites ont décollé du sol. Une fusée emporte une arme cinétique à impact direct vers une collision fatale avec un satellite militaire américain. Le concept d'impact direct est délibérément très simple. L'énergie cinétique d'un objet parcourant 11 km à la seconde suffit largement pour détruire un satellite. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à des ogives beaucoup plus complexes et onéreuses. Les forces américaines engagées dans la bataille se retrouvent handicapées. On dépend énormément des satellites. On a besoin du GPS pour presque toutes nos manœuvres, pour appréhender la situation et pour transmettre ordres et informations depuis et vers les centres de commandement. Il est donc logique qu'une nation ennemie veuille utiliser des armes anti-satellites. D'un point de vue strictement militaire, on dépend des infrastructures spatiales pour de nombreuses informations. Le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, les communications, les alertes antimissiles, la navigation et même la météo. Pour le moment, aucun gouvernement ne communique officiellement sur l'expérimentation d'armes spatiales. Mais en février 2008, pour les besoins d'un test, les États-Unis ont détruit l'un de leurs satellites espions vétustes. Comme on peut le voir sur ces images, un missile anti-aérien modifié décolle d'un navire. La collision doit détruire le réservoir du satellite rempli d'hydrazine, un carburant toxique. L'impact provoque une explosion. Le nuage de vapeur indique que la mission est un succès. Cet essai a été effectué en réponse à un exploit similaire des Chinois en 2007. Pour les spécialistes de la défense, cela traduit le souhait évident d'établir une souveraineté militaire dans l'espace. Si on repense à la conquête de l'Ouest, la cavalerie voulait toujours occuper la colline la plus élevée à des fins d'observation. Et bien depuis de nombreuses décennies, l'espace est la nouvelle colline à atteindre. Si on a un adversaire qui comprend ce que ça représente de puissance, de dépendance potentielle et donc de vulnérabilité, il est fort possible et très raisonnable de penser qu'il utilisera l'espace comme moyen de s'y opposer. On peut aussi mettre des satellites hors de combat sans les détruire. De puissants lasers au sol peuvent endommager leur système optique. Nos satellites ont déjà subi ce qu'on appelle des éblouissements. Des lasers projetés depuis la Terre sur leur système optique pourraient les aveugler temporairement ou en permanence et les mettre hors d'usage s'ils atteignent les capteurs sensibles. Les Américains détectent un appareil se déplaçant très rapidement dans la très haute atmosphère, à Mach 18, soit 9 fois plus vite que tout ce qui vole aujourd'hui. Ils identifient rapidement la menace. Un statoréacteur de fabrication russe. Un avion spatial hypersonique capable de traverser le continent américain en 20 minutes. Heureusement, les Américains qui travaillaient sur le même type d'appareil envoient leur propre statoréacteur intercepter l'ennemi. L'histoire du combat aérien a toujours été une arme, une riposte. Dès que quelqu'un expérimente une nouvelle aptitude, un autre va travailler sur la riposte. Depuis les années 70, on considère que les avions spatiaux peuvent permettre le vol hypersonique à des vitesses supérieures à 4830 km/h.
Le système de propulsion à statoréaction du X-30 n'a pas disparu pour autant. L'armée de l'air mène actuellement des expérimentations sur le X-15, un véhicule simplement destiné à tester le fonctionnement d'un statoréacteur, ou tuyère thermopropulsif supersonique. L'air comprimé est alors mélangé au carburant et enflammé afin de produire une fantastique poussée. On utilisera peut-être un jour ce type de réacteur pour atteindre les hautes couches de l'atmosphère et même l'espace. Mais il y a un hic. Une fois dans l'espace, il faut avoir son propre oxygène pour produire la moindre flamme, car l'espace en est dépourvu. On estime qu'un appareil à statoréacteur pourrait atteindre une vitesse potentielle proche de Mach 25, soit 32 190 km/h. La technologie pourrait permettre à des avions spatiaux de décoller d'une base aux États-Unis, de voler en orbite terrestre basse et d'attaquer n'importe quelle cible dans le monde en moins de 3 heures. C'est une course à la performance. On veut la vitesse pour réduire le délai d'intervention. Le statoréacteur nous offre cette possibilité. Pouvoir voler au-dessus de l'atmosphère et rejoindre l'autre bout du monde rapidement offre un grand intérêt. Les deux avions spatiaux accélèrent, se libérant de l'atmosphère terrestre, en orbite, à 160 km du sol. L'Américain arrive à portée du statoréacteur ennemi. Les missiles ordinaires n'étant d'aucune utilité dans le vide spatial, les statoréacteurs ne transportent pour seul armement que des rayons laser à haute fréquence, semblables à ceux expérimentés actuellement contre les missiles. Le combat peut commencer. Pour la première fois de l'histoire, deux pilotes vont s'affronter à mort aux confins de l'espace. Que se passera-t-il dans l'espace? C'est une toute autre affaire. Qu'est-ce que ça signifie pour des chasseurs? Si deux avions spatiaux doivent s'affronter en orbite terrestre, il va nous falloir revoir de nombreuses procédures car les lois physiques diffèrent de celles de l'atmosphère. Les tactiques apprises par les pilotes depuis près d'un siècle deviennent soudain obsolètes. Les manœuvres répondent aux lois de la mécanique orbitale et non à l'aérodynamique. Quand on est en orbite, il faut s'imaginer comme une pierre fixée au bout d'une ficelle. Si on la fait tourner assez vite, la ficelle reste tendue et la pierre reste en suspens. Si on cesse ce mouvement, la pierre tombe. C'est pareil pour l'avion spatial. S'il ralentit, il chute vers la Terre. Il ne peut maintenir son orbite qu'en conservant assez de vitesse. S'il accélère, il passera en orbite plus élevée. Le statoréacteur américain approche prudemment de son adversaire. En orbite, le positionnement s'effectue intentionnellement avec lenteur. On est loin des manœuvres brusques du combat aérien des 100 premières années de l'aviation. Mais l'issue sera tout aussi meurtrière. Le seul armement de l'Américain est un laser à haute fréquence, l'arme la plus vraisemblable pour un avion spatial. Le recul des armes conventionnelles, comme les mitrailleuses ou les missiles, affecterait dangereusement l'orbite des statoréacteurs. L'Américain est enfin en position de tir. Il charge son laser et tire. Le rayon invisible jaillit et frappe le réacteur de l'ennemi. Le laser n'est pas assez puissant pour transpercer la solide coque externe, mais ce n'est pas nécessaire.
En décélérant, l'avion chute vers l'atmosphère. La friction provoquée par son entrée dans l'air embrase l'appareil. Les minuscules avaries près de son réacteur se fissurent et s'élargissent. Très vite, tout l'appareil se disloque. Pour l'Américain, cette victoire a un goût amer. Tandis qu'il observe son ennemi se consumer dans l'atmosphère, il prend conscience des redoutables conséquences de la guerre du futur. Entre ce qui se déroule ici aux confins de l'espace et les combats rapprochés dans l'atmosphère terrestre, la nature du combat aérien a changé. Les conditions de ces combats deviennent plus complexes. Davantage de paramètres entrent dorénavant en jeu. En quoi ça va changer? Ce sera encore plus compliqué. Le combat aérien a débuté au-dessus des tranchées de la Première Guerre mondiale, lorsque des pilotes ont pris l'air dans leurs biplans de toile et de câbles. Il a connu son âge d'or 30 ans plus tard, quand des chasseurs au moteur à piston incroyablement puissants se sont affrontés au-dessus de l'Europe et du Pacifique. En Corée, au Vietnam, les jets ont porté le combat plus vite et plus haut. Et les missiles guidés ont révolutionné les tactiques. L'âge moderne du combat aérien a connu d'extraordinaires progrès techniques. Et il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête là. Les combats se feront à plus haute altitude et seront plus rapides. Les machines deviendront encore plus complexes. Mais le courage et le savoir-faire du pilote de chasse resteront toujours des facteurs déterminants. Quel que soit le degré d'autonomie ou le degré de sophistication des communications et des appareils, un pilote reste un pilote. On aura toujours besoin de quelqu'un qui sache manœuvrer un appareil avec force et adresse. Et il y aura toujours des combats rapprochés dans le futur, c'est certain. Combien de temps dureront-ils? Contre qui? Quelles en seront les issues? Cela dépendra des protagonistes. Et les pilotes du futur ne me ressembleront sans doute pas, ils ne penseront pas comme moi. Mais ils s'adapteront, j'en suis sûr.